Ce que vous vous apprêtez à... Non, je vais pas commencer comme ça fait mal à la gorge. Ce que vous vous apprêtez à écouter sur la chaîne du Blabla F1 est une rediffusion du live que nous avons donné ce mercredi 5 juin 2019 pour nous préparer au Grand Prix du Canada. Je vous propose un remontage de ce qu'il s'est passé pendant cette soirée afin d'être un petit peu plus concis, supprimer quelques discussions hors sujet et vous retrouverez en description bien évidemment les timecodes qui se réfèrent à chaque rubrique de cette vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas se taper une heure de réécoute d'un live, c'est généralement mieux quand on est sur place que de le réécouter après. Donc je vous propose ce remontage. Je vous laisse me faire savoir dans les commentaires si ce type de format vous plaît, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Je suis évidemment à votre écoute et je vous souhaite à mon tour une excellente écoute. Je devrais vendre mes services de mec qui fait des transitions, je suis vraiment trop bon là-dedans. Comment on arrête ? Un petit coucou du coup sur ce qui s'est passé l'année dernière, Grand Prix du Canada qui était dans les annales. Une pole position et un Grand Prix dominé par, croyez-le ou non, Sébastien Vettel qui avait fait une pole position en 1:1764. Il avait remporté le Grand Prix devant Valtteri Bottas, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton. Raikkonen était 6e devant Hülkenberg, Sainz, un certain Esteban Ocon, j'ai un peu oublié son existence à celui-là, et Charles Leclerc était 10e. Des souvenirs de ce Grand Prix, Fox ? Non, à vrai dire, pas vraiment. Non, moi je me rappelle d'une course qui avait été assez ennuyeuse, voilà. Ah, voilà pourquoi également. Et je me rappelle surtout, moi, c'était la Verstappen termine 3e, je crois, il fait podium, un truc du style. Il finissait le podium, c'est ça. Et moi, c'est le podium de la Red Bull qui m'a marqué. C'était peut-être le truc que je me souviens le plus de ce Grand Prix l'année dernière. Oui, une très belle course de Verstappen l'an dernier qui avait vraiment marqué son renouveau Verstappen 2.0 après son accident à Monaco. Il avait fait à partir de là vraiment une saison parfaite et ça avait commencé avec cette super course au Canada. Un circuit qui demande beaucoup de puissance moteur et on sait qu'à l'époque c'était pas trop le point fort des Red Bull. J'en attends pas grand chose parce qu'on a vu depuis le début de l'ère hybride. C'est pas un Grand Prix des plus passionnants, surtout que voilà les voitures arrivent pas à se suivre, donc c'est assez compliqué. Je sais pas si t'as un mot à dire dessus, Clem. Bah c'est un Grand Prix qui semblait en tout cas être au début de la saison un Grand Prix pour Ferrari, c'est-à-dire que grosse puissance moteur, des virages qui sont assez peu, enfin voilà, les 3/4 des virages c'est des chicanes, donc on se dit il y a possibilité de faire des trucs, il y a possibilité de proposer un bon Grand Prix pour des Ferrari qui semblaient dominantes depuis le début de la saison sur le point de vue moteur. Et puis on a eu 6 Grands Prix. Et on a eu Ferrari qui s'est totalement rétamé la gueule et Mercedes qui semble être une force ultra dominatrice, que ce soit sur des circuits où le châssis semble dominant, comme on l'a vu à Monaco, sur des circuits où le moteur semble être beaucoup plus important, où il faut une grosse puissance moteur. Je pense à la Chine, je pense également à Bakou. Donc en fait, la Ferrari, elle semble être nulle part, et la Mercedes semble être forte partout. Et un Grand Prix comme le Canada, qui semblait être un Grand Prix pour Ferrari, est-ce que ça va vraiment être un Grand Prix pour Ferrari ? On l'espère pour le spectacle et pour le suspense au championnat qui semble déjà mort. Est-ce que dans les faits, ce sera vraiment une balade de santé comme l'an passé pour Vettel ? Je pense vraiment pas. Oui, surtout qu'on sait que Mercedes ramène une amélioration moteur, donc c'est vraiment très rassurant tout ça. Eh bien écoute, on va commencer puisqu'on parlait de Ferrari. Et voilà, moi chez Ferrari, on a beaucoup parlé de Sébastien Vettel ces derniers jours, mais Vettel, on va y revenir plus tard et je voulais revenir aujourd'hui sur Leclerc, parce que Charles Leclerc, je trouve qu'il fait un début de saison qui n'est pas à la hauteur des attentes, mais que personnellement je trouve assez satisfaisant dans le sens où c'est voilà, ça reste un jeune rookie qui continue son apprentissage et je sais pas si on en attendait beaucoup plus de lui chez Ferrari. T'as un ressenti, toi, Fox, sur Leclerc en ce moment ? Je suis assez mitigé également sur Leclerc. C'est vrai que certains ont annoncé trop vite que Vettel serait mort et enterré par son nouveau coéquipier, ce qui n'est pas le cas. Vettel fait parler son expérience pour lui malgré son erreur à Bahreïn. Tandis que Leclerc, finalement, paye le poids de l'inexpérience et de la patience. Et je pense que Ferrari a également un rôle à jouer là-dessus. Et pour l'instant, Ferrari n'est pas non plus
à la hauteur des attentes avec son second pilote qui par ailleurs a été oublié, comme on le sait tous, lors des qualifs à Monaco. Bah, ce qu'il faut comprendre, et ce que je rajouterais, c'est que le début de saison, on l'a dit pour Ferrari, il a été extrêmement compliqué. C'est très compliqué pour Ferrari d'amener une voiture qui soit compétitive et de pouvoir être bon pendant les essais libres, les qualifications, la course. Il y a toujours un moment où ça part en couille. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que vous avez une écurie qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, une voiture ratée qui vont refaire quasiment à zéro avec des améliorations qui arriveront bientôt. Ils ont deux pilotes qui s'apprivoisent parce que c'est un duo qui n'avait jamais été vu précédemment, ce qui n'était pas le cas du duo Vettel-Raikkonen qui se connaissait depuis 2014. Donc il y a un moment, enfin voilà, les mecs commencent à se connaître. Et là, tout ça en même temps, plus Leclerc qui veut prouver véritablement, je pense que Leclerc en fait essaye de prouver qu'il a les épaules et ça le dessert un peu parce que il fait des erreurs en essayant d'aller toujours plus rapidement. L'exemple le plus criant pour moi, c'est Monaco. Peut-être veut-il en faire trop, peut-être trop rapidement pour prouver trop vite qu'il peut être là et finalement ça l'aide pas. On peut dire ce qu'on veut. Moi, j'aime bien quand même ramener les choses aux chiffres. C'est du 5-1 pour Vettel en course, c'est l'expérience prime et je pense qu'aujourd'hui Leclerc devrait se concentrer un peu plus. Il fait une bonne saison. Ouais, mais il devrait faire mieux pour que l'équipe soit mieux. Et on va attendre, je pense, la deuxième partie de saison avec une voiture qui, je pense, avec les améliorations, sera un peu meilleure. Et j'espère un Leclerc un peu plus sage pour que les Ferrari retrouvent des couleurs. Il a encore du mal à trouver vraiment le rythme de Vettel, du moins vraiment sur la constance. Sur ce côté-là, peut-être que sur un tour, il arrive à l'avoir, mais peut-être pas en termes de constance. Ça s'ajoute évidemment à la catastrophe qu'est la gestion de chez Ferrari. Tout à fait. Ouais, je voudrais revenir sur le commentaire de Kaizox Gaming qui est sur le chat et qui nous dit s'il ne se prenait pas autant de bâtons dans les roues de la part de Ferrari, je pense qu'il serait bien devant. Je sais pas vraiment en fait. Je suis d'accord avec toi dans le sens où l'erreur qu'ils font à Monaco sur la qualification c'est inacceptable. Après je sais pas. Honnêtement moi je me pose des questions sérieuses sur comment Ferrari gère son début de saison et comment ça se passe à l'intérieur de l'équipe. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'il faut pas voir ça comme des bâtons dans les roues. Il faut voir ça comme une logique hiérarchique. C'est-à-dire qu'on le sait, ça a été dit, Vettel est numéro 1, Leclerc est numéro 2. Et le gros problème, c'est que Vettel est moins exposé aux médias, il fait moins de magnifiques dépassements, de tentatives de freinage à la rascasse. Il reste dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais efficace. Et le fait qu'on n'ait pas un Vettel ultra médiatisé parce qu'il fait du travail et parce qu'il est super médiatisé, parce que c'est le chouchou du public, ça fait que on voit moins ses bonnes performances. Il fait quand même un podium. C'est le premier qui arrive à enrayer le doublé Mercedes qu'on a vu les 5 premiers Grands Prix. Vettel, quand il arrive, il est là. Même si jamais il est pas très médiatisé, mais si jamais il fait pas trop le taf, il est là. Et je pense que c'est plus, on va dire, Vettel numéro 1 qui fait qu'entre guillemets Leclerc est numéro 2 et pas Ferrari qui met volontairement des bâtons dans les roues. C'est juste le respect de la hiérarchie. J'en profite, salut dans le chat à Martin Bubber, Kazog Gaming, à qui on vient de répondre, de Whiteout Name, j'écorche le nom, mais, et voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, Leclerc va s'améliorer, aucun doute, oui, Vettel reste un grand champion, quoi qu'on en dise, il peut faire des erreurs, mais ça reste un grand pilote. Et Bubber, je suis d'accord aussi que Leclerc, on le sent très très frustré de ce qui lui arrive. Un pilote, pour qui ça se passe plutôt bien depuis ce début de saison et qui surprend pas mal de monde et dont tu voulais nous parler, Fox, c'est Carlos Sainz. Oui, Carlos Sainz qui fait un début de saison prometteur malgré quelques soucis techniques, inhérents au moteur Renault évidemment. C'est 7ème au classement, c'est 2-0 contre Norris en course. Du 3 partout en qualif et une moyenne de course supérieure à celle de Norris puisqu'il met 4 points et demi par course au détriment de Norris qui en met que 3. Donc il poursuit sur sa lancée. Il avait été confirmé la saison dernière comme pilote le plus régulier hors top team, on va dire la F1.5, la fameuse F1.5. Ouais. Et puis oui, et après c'est vrai que il est aidé aussi par un environnement qui est beaucoup plus favorable à une émulation saine qu'à l'époque d'Alonso. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça se passe plutôt bien chez McLaren. Et pour Sainz, c'est un état d'esprit, c'est des moyens, c'est une bonne entente avec les ingénieurs et puis avec le coéquipier. Donc tout se passe très bien. Et je pense un environnement favorable pour que Sainz poursuive ce qu'il est en train de produire depuis quelques temps. Ouais. Donc c'est-à-dire peu d'erreurs, toujours présent dans les points,
C'est aussi simple que ça, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont entraver la marche en avant de McLaren. Du moins, je l'espère. McLaren, je pense que on s'attendait tous et on espérait tous voir McLaren être de nouveau, on va dire, sur le devant de la scène. C'est pas le devant de la scène comme il l'était en 2008 avec des batailles pour le titre avec Mercedes, bien sûr. Ouais. Mais par rapport à la saison dernière et la fin de saison dernière qui est catastrophique où ils sont quasiment la pire équipe avec Williams, là les voir quasiment meilleure force. Hein. D'ailleurs il me semble, C'est la quatrième force. C'est la meilleure force. C'est la quatrième force, 30 points. Aucun podium, 13. Aucune victoire, mais 30 points. C'est quand même 13 points devant Racing Point, donc c'est pas rien. Et moi, j'ai vraiment envie d'espérer, je crois vraiment en cette année. L'année dernière, on s'était tous dit, il y a possibilité de faire un truc. On avait des doutes quand même. Hein. On avait quelques doutes sur. On avait vu six bons grands prix l'année dernière. Et le fait est qu'il s'était totalement effondré sur le développement. Il n'y avait eu aucun développement qui était apporté. On avait eu une très bonne première voiture qui n'avait pas su évoluer et qui du coup s'était fait logiquement rattraper par les voitures de derrière. Là, j'ai l'impression, en tout cas, que la voiture, après 6 courses, ne semble pas lâcher. C'est dans ces moments-là, et c'est à ce moment-là que je pense qu'il va y avoir rentrer la deuxième partie de saison pour McLaren, qui sera la plus importante. C'est le début des grosses améliorations, le début de la tournée européenne qui a entamé avec le Grand Prix de Monaco et avant ça le Grand Prix donc du coup d'Espagne. On aura ensuite les Grands Prix de France, on aura le Grand Prix donc d'Autriche, le Grand Prix d'Allemagne, tous ces Grands Prix là très importants parce que c'est juste avant la trêve hivernale, estivale pardon, et c'est ces moments-là et c'est à ces moments-là il faudra être dans le mieux on va dire pour une équipe comme McLaren qui attend beaucoup du développement. McLaren avait fait un excellent début de saison 2018, c'est juste qu'ils se sont effondrés très rapidement. Et qu'il y avait, ils étaient peut-être pas aussi imposants en tant que quatrième force, mais il y avait quelque chose. Björg qui dit qu'il est pas surpris qu'il est assez surpris par Sainz. Ah oui. Je pense que honnêtement, c'est un bon pilote. C'est un pilote qui pour moi est excellent dans ce rôle-là, c'est-à-dire un rôle de pilote numéro 1 avec un peu d'expérience pour diriger entre guillemets une entreprise, une écurie de milieu de peloton. Il est très très bon dans cet exercice-là. Je le vois vraiment pas être leader d'équipe chez Red Bull. Il a pas les épaules pour ça, je pense. Il n'a pas le talent non plus. Mais pour une équipe comme McLaren, il rentre totalement dans ce moule-là. Et je pense qu'ils sont à l'aise dans cette équipe-là. Et j'espère que ce sera une bonne saison pour lui. Et moi, je terminais en rebondissant sur ce que dit effectivement Keizox. C'est que oui, j'espère que McLaren sera la quatrième force et dans quelques années, ils pourront rivaliser avec les top teams comme avant. Mais c'est tout à fait quelque chose qu'on avait oublié, mais qu'effectivement, McLaren, c'est un top team. Et que personnellement, je sais pas pour vous, j'avais posé beaucoup d'espoir sur Renault pour venir titiller le top 3. Mais si McLaren peut se joindre à la lutte parce qu'ils ont les ressources nécessaires pour le faire, j'en serais plus que ravi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est une top team, mais dans ce cas-là, dans cette optique-là, on peut dire également que Williams, par son passé, est une top team aussi. Donc, c'est assez compliqué. Cette appellation de top team, j'ai assez de mal, on va dire, à l'écurie historique. Je parle de top team parce que McLaren a des ressources. Williams, malgré tout, a énormément de problèmes financiers. Et même s'il touche la prime historique de la FOM, ils ont beaucoup de mal. Williams, ça a jamais été un secret pour personne qu'ils avaient des problèmes financiers. McLaren, maintenant ils ont leur voiture de tourisme à côté. Ils ont une situation financière plus stable. Après, oui. Moi perso, je pense honnêtement que c'est donc une top team qui ne pourra pas assez progresser. Dans le sens où pour moi, là où en 2008 c'était simple, par exemple, je reprends l'exemple de 2008 parce que c'est le titre de Lewis et c'est entre guillemets l'avènement de la McLaren. À ce moment-là, McLaren, ils sont avec Mercedes, qui est leur motoriste attitré, et ils ne sont pas en F1. C'est-à-dire que Mercedes fait des moteurs pour McLaren. Mercedes n'est pas en F1 avec une équipe. Là, il y a Mercedes qui est en équipe, et le moteur qu'ils ont est un moteur Renault qui est dans une équipe. Ouais. Pour moi, pour qu'une équipe devienne top team, faut qu'elle ait son propre moteur qu'elle produit et qu'elle distribue à d'autres formations. C'est vrai, oui. Ou sinon, qu'elle ait son propre motoriste. Parce qu'on a toujours cette hiérarchie de A à B, comme on peut avoir avec Red Bull Toro Rosso, comme on peut avoir avec Sauber et Ferrari. Et ça m'étonnerait que un moteur Renault
alors que Renault se vise la 4e force du plateau, disent McLaren, on vous laisse devenir top team, on vous prenez votre moteur, un peu comme il le faisait avec Red Bull à l'époque. C'était assez compliqué comme relation. Donc, ça m'étonnerait, moi, que McLaren redevienne, entre guillemets, une équipe qui jouera le titre avec Renault. Pour moi, ce sera avec un nouveau motoriste. Peut-être Porsche, je sais pas. Moi, je pense que ce Grand Prix-là pourrait être un Grand Prix vraiment important pour Pierre Gasly. C'est-à-dire que on a vu un Pierre Gasly qui est, je pense, en train, petit à petit, doucement, mais sûrement, de prendre sa place dans l'équipe autrichienne. On a vu des premiers Grands Prix extrêmement compliqués. Les 2 premiers Grands Prix, il ne passe même pas la Q3. Enfin, il n'arrive pas en Q3, il reste bloqué en Q2 avec sa Red Bull qui normalement est quand même la 3e force du plateau, voire la 2e actuellement avec les débords de Ferrari. Mais quand on regarde la performance de Gasly par rapport à celle de Verstappen, elle est bien trop terne. Aujourd'hui, la voiture de Verstappen, aussi meilleure que celle que pourrait être Gasly, parce qu'on sait que les 2 pilotes n'ont pas les mêmes pièces tout le temps, bref, on va pas refaire l'histoire de la F1. Mais je pense que malgré tout ça, malgré ces différences, ça peut être un Grand Prix extrêmement important pour lui. L'année dernière, les Red Bull étaient là. Cette année, les Red Bull sont présentes. On a vu un Verstappen qui jouait la victoire face à Lewis Hamilton du côté de Monaco. Actuellement, c'est quand même assez compliqué pour le pilote français qui a 32 points, qui est plus proche de la 7e place et de Carlos Sainz que de la 5e place et de Charles Leclerc. Ça peut être un Grand Prix vraiment déclic pour lui. J'attends de lui déjà d'essayer, entre guillemets, de se rapprocher de Verstappen. Le battre, ça semble très compliqué. Pourquoi pas un énorme podium sur des faits de course, mais j'ai encore du mal à y croire. Mais peut-être, essayer de surpasser un Leclerc, surpasser un Vettel, un Bottas, essayer de ne pas être le dernier, de se rendre des meilleurs des autres, qui pourra, entre guillemets, lancer sa saison, qui pour l'instant est assez moyenne. Non, mais je rejoins totalement Clem, hein. C'est vrai que plus les Grands Prix passent et finalement, plus l'espoir qu'on mettait sur Gasly et accessoirement la pression, par conséquent, finalement font que Gasly a un début de saison difficile, même si c'est amélioré au fur et à mesure des Grands Prix, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit doute et finalement, comme Clem, je trouve que ce doute est de plus en plus persistant, donc à voir, faut laisser faire Gasly son bonhomme de chemin. Oui, alors que je me rends compte qu'il y avait mon micro qui était désactivé, mais ça va, j'ai rien dit de très intéressant. Écoutez, oui, je rebondissais sur ce que disait Bubber, toujours sur Sainz. Je pense que oui, toutes les écuries du milieu de plateau seraient pas mécontentes d'avoir Sainz dans leur équipe. Whiteout Name qui dit qu'il espère que Gasly va s'améliorer. Keyzox, après Verstappen est un prodige, il a plus d'expérience et le caractère de Gasly n'est pas assez fort par rapport à Verstappen. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais quoi qu'il en soit, sur cette chaîne, j'ai suffisamment parlé de Pierre Gasly. Moi, je lui ai dit que je laissais jusqu'au Grand Prix du Canada pour donner un avis définitif sur Gasly. Pour l'instant, c'est assez positif, mais effectivement, je pense qu'il doit s'améliorer. Un autre pilote qui, pour moi, fait un très bon début de saison en ce moment, c'est Kevin Magnussen chez Haas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais Kevin Magnussen, c'est un pilote qui a eu un début de carrière assez compliqué. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, à mon avis. Mais je trouve que depuis l'année dernière, donc là, c'est sa 3e année chez Haas, et depuis ce début de saison, il montre qu'il est très bon sur un tour. Et il montre aussi qu'en termes de rythme de course, il est là. Il a toujours cette agressivité qu'on lui a reprochée, mais je trouve qu'il s'améliore. Il fait un petit peu moins de travers. Il y a eu ces petits rififi avec Grosjean en Espagne, mais à part ça, très belle qualification à Monaco et même sur l'ensemble de la saison. Fox ? Non, Magnussen, c'est un pilote que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais il est vrai qu'il est performant. J'étais plutôt content lors de son retour en 2016. Je trouvais ça injuste qu'il avait été viré comme un malpropre de chez McLaren. Et finalement, Renault lui a accordé cette chance de revenir et il confirme chez Haas saison après saison. Donc Moi, c'est un pilote qui est assez paradoxal en fait, parce que on se dit le mec a fait quand même un podium en F1. Contrairement à certains, je ne dirais pas de nom. Ouais. Et pourtant, c'est un pilote qui fait des bons résultats, mais que tu as envie de détester. Parce que, qu'on soit honnête ou non, je pense que ça a été un pilote qui, par le passé, peut-être encore parfois maintenant, lorsqu'il reprend ses vieux démons et qu'il débranche le cerveau, peut être hyper dangereux. Mais le problème, c'est qu'il fait les résultats, qu'il est là,
il a pas le caractère le plus beau au monde. C'est pas un Ricciardo qui a toujours avec le smile. Non, c'est un mec qui balance des sacs My Balls en direct à Hülkenberg. C'est pas un pilote que t'as envie véritablement d'aimer, mais c'est un pilote qui est là, qui fait le travail et qui, sur ce début de saison, a le mérite d'être quand même assez bon. Enfin, je trouve qu'il est là, il fait ce qu'il faut, il est 8e au championnat, 14 points, seulement à 4 points de la place de meilleur des autres. Actuellement, la Haas est dans 6e force du plateau, en embuscade, un petit point derrière Racing Point, qui est assez loin de McLaren, mais possibilité d'aller chercher cette 5e place. Haas est une équipe qui, pour moi, a progressé immensément depuis 2017, et puis l'écurie est quand même assez jeune également, et d'avoir des pilotes comme ça qui connaissent la F1, qui ont un peu d'expérience, et qui savent faire des résultats malgré qu'ils soient pas forcément très très bien appréciés sur la piste, c'est nécessaire, et aujourd'hui ça fonctionne bien. Sébastien, un sujet qu'on a déjà abordé quelques fois, tu penses que Ricciardo aurait dû rester chez Red Bull? Je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, mais bon, Ricciardo, il est parti de chez Red Bull parce que il était plus bien chez Red Bull, et ça servait à rien pour lui de continuer là-dessus. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, je vous renvoie sur la chaîne YouTube d'un très grand YouTuber, Nico Rosberg, je sais pas si vous connaissez. Il a fait un podcast avec Ricciardo. Et dedans, Ricciardo, il explique qu'il savait qu'en partant de chez Red Bull, il allait faire des moins bons résultats, mais il en avait besoin pour lui, et je trouve que c'est très bien. Bubber qui nous dit que Magnussen est celui qui est rapide sans amis, il l'a revendiqué plusieurs fois, comme t'as dit Clem à l'instant. Keyzox, je pense que K-Mag dans une écurie qu'il mettrait plus en valeur avec une meilleure voiture, il pourrait se battre pour un top 5. Je pense aussi, Magnussen, moi, ça a toujours été un pilote que j'ai estimé. Alors, peut-être parce que j'étais naïf dès le départ quand McLaren disait « Ouais, c'est un très grand champion, c'est pour ça qu'on dégage Pérez. » Faut pas l'oublier. Et il avait fait une bonne saison, mais très irrégulier. Et son retour chez Renault, moi, j'avais trouvé qu'il était assez bon, mais toujours très irrégulier. Pour moi, c'est son point faible. C'est peut-être son point faible. Et Whiteout Name qui dit que c'est une tête brûlée, je pense que ça, personne ne s'en cachera. Allez, on va rester dans le domaine des têtes brûlées de pilotes qu'on n'a pas bien envie d'aimer. Clem, que penses-tu de Lance Stroll ? Bah, vous savez, ce Grand Prix du Canada, il est là depuis immensément longtemps, et le circuit, renommé Gilles Villeneuve, ne pourra pas passer à côté du seul pilote canadien que nous avons sur J'y ai même la pas grille pensé. actuellement. Bien vu. Bah, moi, je suis arrivé, je me suis dit, bah, il y a un Grand Prix du Canada. Bon, on va parler du Canadien. On va parler de son début de saison, qui est, ma foi, très compliqué. Voilà. Parce que la Force India, l'ex-Force India, la Sport Pesa Racing Point F1 Team, comme on l'appelle en entier, avec 17 points, est présente, 5e force du plateau. Mais force est de constater que le pilote canadien est loin, 4 points seulement, très loin de son coéquipier, donc Sergio Pérez, qui a 9 points de plus. C'est un début de saison qui est très compliqué pour Lance Stroll, qui était, entre guillemets, semblait être mieux intégré dans sa nouvelle équipe, mais qui finalement ne prouve pas et ne donne pas les résultats qu'il faut. Un Grand Prix à domicile, ça peut peut-être le relancer, comme ça peut totalement le plomber. On sait qu'il y a des personnes qui, dans un Grand Prix à domicile, ont parfois vu des abandons des 3 années d'affilée. Je pense à Leclerc à Monaco, qui a pas forcément beaucoup de chance avec Monaco. Stroll avait abandonné, je crois, pour son Grand Prix à domicile l'an passé. Alors, j'allais rebondir sur ce que tu disais, justement, parce que Stroll, ça a été la première fois où il a marqué des points en Formule 1 au Canada. Il y avait eu l'Azerbaïdjan juste avant, où il avait fait son podium. Mais si on l'enlève, c'était parce il y avait eu la chance, évidemment, mais il avait marqué des points au Canada pour la première fois en Formule 1 quand il a commencé en 2016. En 2017. 2017, oh bordel, je me disais non, il est là depuis plus longtemps. 2016, je voulais dire 2016, mais je me dis là. non, il est là depuis plus longtemps. Ah bon sang, qu'est-ce que ça fait vieux. The Whiteout Name qui dit qu'il va cueillir le sirop d'érable dimanche. Et Sébastien qui pense qu'on devrait bannir les fils à papa. Bah, ça dépend parce que malgré tout dans le lot, il y en a des mauvais mais il y en a des bons. Mais c'est vrai que malheureusement l'argent a toujours été un facteur déterminant dans la Formule 1 depuis la nuit des temps et c'est pas demain que ça va changer. Mais je pense que quand même, on n'a pas à se plaindre
On se plaint parce qu'il y en a, mais si on regarde vraiment sur le plateau, des mauvais pilotes qui sont là juste parce qu'ils rapportent des thunes, à part Stroll, sur le plateau, je trouve qu'il y a un pourcentage raisonnable. Il y en a certains qui n'ont pas connu ni les années 2000 ni les années 90. Voilà, et pour moi, c'était les années les plus ridicules, les années 90-2000 en termes de pilotes payants, c'était ridicule. On a eu du summum. Voilà. Il y a Jambon qui nous a rejoint pour dire que Stroll se promenait en piste. Sébastien qui pense que Ocon mérite 1000 fois mieux la place de Stroll. Et oui, tout le monde est d'accord. Quand on voit que Ocon mettait la misère à Pérez et que Pérez éclate Stroll, il y a pas photo. Et justement, moi, petit mot sur Stroll, il est clairement pas bon, mais je pense pas qu'il est si mauvais que ça. Après, il est pas fait pour la Formule 1, je pense. Peut-être pour de l'endurance, il irait très bien parce qu'il est très constant, malgré tout. Il a un bon rythme en course, mais c'est en qualification qu'il a du mal. Ce que je voulais ajouter sur Stroll et Racing Point, c'est qu'en ce moment, ça va pas du tout chez SportPesa Racing Point. Donc à voir s'ils vont profiter du Power Unit Mercedes au Canada. Pour terminer, Jambon qui a très bien dit que dans les années 50-60, c'était que des nobles en Formule 1. C'était des gentleman drivers à l'époque, hein. C'était des pilotes plutôt âgés qui... Et Kayzox qui a donné une excellente réponse. Carlos Sainz, c'est tout à fait un fils à papa. Ah non, pardon, il parle du père de Carlos Sainz qui lui a donné des conseils, sauf que Sainz a pris les conseils et les a utilisés à bon escient, alors que Stroll, c'est l'argent, il a rien fait pour. The Elder Stroll, bien vu mon Jambon. Constant dans la nullité, ses départs sont fous, par contre je suis complètement d'accord, il fait des trucs de malade au départ. Et bonjour à toi Mohamed qui nous rejoint dans le chat, n'oubliez pas que Stroll a battu Ocon dans les catégories inférieures. Oui, tout à fait, mais Ocon a battu Verstappen aussi en F3, ça veut pas dire que... Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, mais... Il n'y a pas de preuve... Les catégories inférieures, c'est les catégories inférieures, c'est pas la Formule 1. On a vu des pilotes qui étaient excellents en catégorie inférieure, mais qui sont rétamés en Formule 1. Mais bon, on va revenir sur un pilote qui l'a assez difficile en ce moment, parce que Fox, tu voulais nous parler du grand Robert. Ah, du grand Robert est sous-estimé. Le bébé Kubica. Aka Bobby, pour les intimes. Bobby, à pas confondre avec le Big Man, hein, le toutou. Alors, Kubica, c'est une carrière incroyable, mais jonché de difficultés incommensurables. Alors, Kubica, c'est en course, c'est un 6-0. Comme on dit, les hommes mentent, pas les chiffres. Et c'est un constat un peu difficile. Alors, je dis pas qu'il est complètement largué, hein, bien au contraire. Il est à bonne distance de son coéquipier. Et après, il faut savoir aussi que Kubica, il lui faut un temps d'adaptation. 7 ans, je crois, sans un piloté de la moindre F1. Donc, c'est ça, depuis 2011. Depuis 2011, il a fait des essais avec 2011. Des anciennes monoplaces, avec Renault, avec Williams. Donc, il faut un certain temps d'adaptation. Après, il faut aussi savoir se coltiner le dentifrice périmé ambulant qui est la Williams. Et il y a un optimisme qui est contagieux, puisque Russell, qui est dans le même bateau que lui, finalement, partage la même joie de vivre au sein de l'écurie. Les deux sont très contents d'être là. Hein. C'est des pilotes qui ont une bonne mentalité. Surtout Kubica, parce on est en train d'en parler. Et Kubica, c'est difficile pour l'instant, mais moi je trouve qu'il a su faire taire certaines critiques, et ceux qui l'annonçaient mort et enterré à Monaco, finalement il s'en est plutôt bien sorti à Monaco. Malheureusement, Giovinazzi lui a rentré dans le lard, donc il n'a pas pu démontrer toutes les possibilités de la Williams et des améliorations qu'ils ont pu apporter, parce que regardez, Russell, il est 15e. Je pense que Kubica, à minima, c'est 16e à Monaco. Ouais. Donc, Kubica, moi, je suis content qu'il soit là. J'espère qu'il va se battre jusqu'à la fin de la saison avec Williams. J'espère même qu'il restera pour la saison prochaine. Parce que c'est pas un pilote déméritant. Et non, moi, je suis content qu'il soit là. Et franchement, c'est difficile de porter une analyse objective sur lui.
Je pense qu'on l'a beaucoup trop descendu et je tenais à le défendre. Clem? Moi, ce que je retiens également, c'est que Kubica a une histoire spéciale avec ce Grand Prix du Canada. Ah, Oui, également. je pense qu'on a On tous ne peut- pensé à lui pour ça. Et c'était évident, c'était évident. Vas-y, dis-nous tout. On ne peut pas oublier l'énorme crash qu'il subit, duquel il se relève et sur ce même Grand Prix, ce même circuit Gilles Villeneuve où il ira gagner la course un an après. Kubica, moi, l'adjectif qui me fait penser à Kubica, c'est battant. C'est toujours donné, c'est toujours tapé à fond pour revenir. Il est de nouveau là. Je pense honnêtement qu'il se prenne un 6-0 ou un 28-2, ils sont dans les couilles. Honnêtement, il est au-dessus de ça. Il est en F1, il fait ses marques. Je pense qu'il partira à la fin de la saison. Il aura fait sa saison chez Williams. Et c'est triste que Williams soit aussi loin et qu'il ne puisse pas faire de meilleures performances. Mais voilà, c'est la Formule 1. Kubica est là. Il fait plus de la figuration qu'autre chose. Et on espère pour lui qu'il s'amusera bien ici sur un circuit qu'il apprécie. Moi, Kubica, c'est un pilote, je te rejoindre Fox dans l'idée de le défendre, parce que j'ai envie de dire qu'en face de lui, il y a George Russell. George Russell, c'est effectivement un rookie, mais si les deux partent sur un pied d'égalité en termes du fait qu'ils réapprennent ces nouvelles Formule 1, je pense que Russell part vraiment avec un avantage. Je pense aussi que Russell est vraiment un excellent pilote, parce que quand on voit ce que font Norris et Albon, il faut se dire que Russell les a battus l'année dernière en F2. Et déjà qu'on est émerveillé par les performances de Norris et Albon, je pense qu'il faut pas oublier ça du côté de Russell. Après, évidemment, ils ont une voiture très difficile. Kubica, je vais lire ce que vous avez dit dans le chat dans quelques secondes, mais je vais juste terminer là-dessus. Il n'a pas trop de problèmes physiques, c'est jamais vraiment revenu. Il a évidemment une voiture désastreuse à piloter, et il est pas si loin que ça de Russell. C'est du 6-0. Je crois que c'est de l'ordre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est du 6-0, mais bon, pour moi, Kubica se fait moins détruire par Russell que Stroll par Perez. Ou Raikkonen par Giovinazzi. Oui, Giovinazzi par Raikkonen, ouais. Sébastien qui dit Dieu Robert, c'est sa dernière saison, mais respect à lui. Tout à fait d'accord, gros accident au Canada, Robert. Jambon qui dit qu'il a réussi sa carrière haut la main, bravo, on t'applaudit, c'est très drôle. Faudrait lui laisser 5 secondes d'avance. Il est pas si loin que ça sur un tour après, c'est vrai qu'il a eu énormément de malchance. Il est pas largué sur un tour, il est à 3-4 dixièmes, hein. C'est pas dramatique. Hein. Ça fait quand même beaucoup, 3-4 dixièmes. Ouais, mais bon, entre Raikkonen et Giovinazzi, qui lui n'a pas d'handicap et qui n'a pas d'excuses, ouais, non, mais Giovinazzi, 6 dixièmes pour Giovinazzi, ouais, là ça pique. Hein. On a vu pire comme écart, c'est pour ça que je dis que c'est pas si catastrophique que ça. S'il y avait 8 dixièmes une seconde, là je pense que ce serait grave. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va donner? On a Nicolas Latifi qui va piloter la Williams en essai libre 1. Oh mon Dieu. Sincèrement, la Formule 2, on en parlera dans un prochain tour de chauffe. Keizox qui dit que personne n'a rien contre Kubica, mais que tout le monde voudrait qu'il parte de Williams pour que ça lui fasse du bien, quoi. Enfin, je suis pas d'accord. Je suis quand même content de le voir revenir. C'est un très beau comeback. Et Björk qui dit que Robert est un talent gâché. C'est évident quand on voit ce qu'il faisait dans les années 2000. Pour moi, il était dans les 5 meilleurs pilotes. Enfin, il faut se souvenir que pour moi, il faut se souvenir que Kubica, avec une Renault qui était en train de renaître de ses cendres en 2010, il nous sort une 3e place à Monaco. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, Kubica, sur la fin des années 2000, si je dois élire les 5 meilleurs pilotes, dedans, il y a Alonso, Raikkonen, Hamilton, Massa et Kubica. Pour moi, c'était ces 5-là, les 5 meilleurs de la fin des années 2000. Donc voilà, un grand merci à tous dans le chat d'avoir été là. Merci d'être actifs, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. J'en profite à nouveau pour dire un grand merci à Sacha Tisserand du site studio.fr qui est avec nous dans le chat. Voilà, vous pouvez aller voir son site, il y a de beaux articles, de belles photos. Retrouvez son Instagram et Facebook, les liens sont tous dans la description. Vous pouvez retrouver Clem Jambon dans le chat et
et Fox de Formulix sur leur Twitter, @Formulix, une bonne dose d'humour sur l'actualité F1 et du sport en général. Et retrouvez également notre site internet f1x.fr où on vous propose des articles humoristiques simplement pour rigoler un petit peu. Donc on vous y invite, et beaucoup d'actualités à suivre sur la chaîne du Blabla F1 et à l'avenir avec ce site f1x.fr, on est en train de développer un petit quelque chose. Donc je vous invite à suivre un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les liens pour Twitter, Instagram et Facebook sont dans la description. Eh bien moi je vais m'arrêter là-dessus. À nouveau un grand merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous retrouverai samedi pour le Blabla Qualif. On fera un petit live pendant les qualifications pour discuter de ce qui se passe, en espérant qu'évidemment ça se passera beaucoup mieux que la dernière fois. Il n'y a pas de doute, ça s'est très bien passé ce soir. Donc on vous invite à nous rejoindre. Et puis voilà, sur ces mots d'au revoir, je vous dis à toutes et tous à très bientôt.